Hmm. C'est très difficile de répondre à cette question parce que c'est comme un fourmillement social. Et à quel moment le fourmillement commence-t-il à émerger? On peut le repérer. À quel moment a-t-il commencé à fourmiller? Ça, c'est difficile. On peut dire que c'est pendant toute l'année 2010 que c'est monté en puissance. Ce qu'on appelle le mouvement Tea Party comprend plusieurs organisations, si vous voulez. Ce sont essentiellement des réseaux sociaux qui se sont constitués spontanément avec toutes sortes d'activistes sur le terrain, fonctionnent de manière très autonome. Et cette montée en puissance sur le terrain a fini par se concrétiser dans des événements publics qui ont frappé l'opinion par leur ampleur imprévue, comme par exemple le grand rendez-vous à Washington qui a été, je dirais, animé par Glenn Beck, qui est le grand présentateur de télévision, souvent sur Fox News, etc., et autres lieux. Et ensuite, le Tea Party s'est lancé, en quelque sorte, ou plutôt des candidats Tea Party, étiquetés Tea Party, se sont lancés, comme chacun sait, dans l'aventure des primaires dans le Parti républicain, l'ont emporté très souvent haut la main et contre toute attente. Et puis, un nombre significatif d'entre eux ont réussi à passer le cap des élections. C'est surtout, je pense, l'Internet. Je ne crois pas qu'ils aient un énorme soutien institutionnel. Le Parti républicain ne les a pas reçus avec beaucoup de bienveillance au départ, je pense. Après, ils ont fait l'objet d'une adoption, le Parti républicain ayant fait de nécessité vertu. Je pense que c'est un mouvement qui se fonde surtout sur le bénévolat et le militantisme. C'est des mères de famille, ce sont des gens qui sont entrés en politique, en quelque sorte, comme ça. C'est une nouvelle classe, en quelque sorte, de politiciens qui s'est levée. C'est intéressant. Ça, c'est pour l'expression politique, bien sûr. Alors, il me semble que c'est très net que c'est la classe moyenne, parce que c'est la partie en tout cas de la classe moyenne qui n'est pas représentée par le parti démocrate ou ce ne sont pas les intellectuels par exemple, en tout cas les universitaires. Non, je pense que si le débat électoral du mois d'octobre et d'avant a été tellement focalisé sur la question des jobs, c'est que la question de l'emploi, avec un succès considérable, c'est que l'assise de ce mouvement, je pense, sont des petites et moyennes entreprises, les patrons et les salariés de ces petites et moyennes entreprises relativement solidaires, qui sont indépendantes. Je pense que si on dit que ce sont les classes moyennes et les PME, je crois qu'on vise probablement le mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grands personnages, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'exception, je dirais, à cette règle. Mais ce n'est pas, je dirais, un mouvement populiste de type européen. C'est extrêmement différent. Mais ça, peut-être, on va en reparler. C'est incontestablement un mouvement conservateur, mais un mouvement conservateur au sens américain du mot. À savoir, il souhaite conserver la Constitution américaine. La Constitution américaine, pas seulement au sens d'une constitution écrite définissant l'organisation des pouvoirs publics, mais la Constitution, je dirais, économique et culturelle, qui permet aux institutions politiques de fonctionner. Et c'est cette défense de la Constitution, typique de l'Amérique, qui est au cœur. Ils sont démocrates, donc ce qu'il s'agit de conserver, c'est la démocratie, entendant par démocratie le pouvoir, le gouvernement des classes moyennes, par les classes moyennes.
mais les classes moyennes, au sens américain du mot, c'est-à-dire un peu décalées, vous voulez dire les classes moyennes incluant dans ce concept américain, à mon avis, des personnes que nous classerions parmi les riches, mais que les Américains ne considèrent pas comme des riches. Le upper middle class, chez nous, serait des riches. Ce n'est pas le cas chez eux. Sarah Palin est une figure importante, mais tout ce que j'ai vu, moi, aux États-Unis pendant la centaine de jours où je m'y suis trouvé pendant la deuxième moitié de l'année 2010, me mène à penser que son importance est surévaluée en France. Des personnalités plus modestes, apparemment sur le plan médiatique, me paraissent plus importantes. Et comme par exemple Newt Gingrich, qui est l'ancien speaker de la Chambre des représentants. Lui me paraît être un penseur, un homme qui progresse énormément dans l'opinion et qui a, je dirais, une pensée, une culture, une influence plus importante. Je dirais que Mme Palin est une sorte de... ressemble un peu à une Ségolène royale de droite, si vous me permettez l'expression. Alors, on ne sait, elle voudrait être une Reagan femme, peut-être qu'elle le sera un jour, mais pour l'instant, je pense qu'elle ne l'est pas encore. Des gens comme Romney, par exemple, ou Huckabee sont des politiciens qui pèsent un peu plus qu'elle dans l'opinion. Et si l'on va chez les militants importants, je veux dire les élites, militante du conservatisme américain, je pense que Mme Palin est regardée à la fois avec sympathie, elle joue son rôle, mais pas plus que cela. Et je crois que la confiance va à des personnalités, pour l'instant, qu'on jugerait plus tempérées, plus pensantes, plus équilibrées, je dirais. Il y a encore à mûrir. Oh, c'est intéressant. C'est difficile à comprendre d'Europe, n'est-ce pas? Parce qu'on a l'impression qu'on est en présence d'un peuple qui ne connaît pas ses intérêts les plus évidents et qui fait preuve d'un égoïsme monstrueux. En fait, ce n'est pas comme ça que les choses se posent. La Constitution des États-Unis, la Constitution demande la prédominance des classes moyennes. Il peut y avoir des riches, des très riches, ça ne gêne personne, pourvu que ça ne dérive pas vers l'oligarchie, vers la plutocratie. Il doit y avoir un gouvernement fédéral important et puissant, efficace, mais ça ne doit jamais dériver vers une bureaucratie, comme ils disent, une oligarchie aristocratique. Et puis, bien entendu, il faut essayer de s'occuper d'inclure au maximum les segments de la société qui sont semi-prolétarisés, mais ceci ne doit jamais aller jusqu'à la démagogie, au socialisme. Donc il y a un effort pour remettre la balle au centre, n'est-ce pas? Et je crois que c'est ça l'essence même de ce mouvement, sans cela, c'est qu'il est conservateur. Bon, si on en croit les journaux américains, la réponse est oui. Probablement, il aura une influence sur la désignation du candidat. Son influence sera forte dans les primaires républicaines, ça c'est sûr. Moi, si j'avais à faire une prévision, je dirais que Mme Palin ne sera pas choisie, mais peut-être que je me trompe. Et alors ensuite, je pense que pour l'élection présidentielle même, ils rejoueront ce qui a si bien réussi pour les élections législatives et enfin de mi-mandat. C'est-à-dire que c'est un jeu à deux avec le Tea Party et le Parti républicain. Ils s'adoptent en quelque sorte mutuellement. Le Parti républicain rassure les électeurs qui seraient très effrayés s'il n'y avait que le Tea Party. Et le Tea Party rassure ou ranime l'enthousiasme des électeurs qui n'iraient pas se déplacer pour voter pour le Grand Old Party. Donc s'ils arrivent à rejouer
rejoué ce jeu et par ailleurs, comme vous l'avez dit auparavant, a bien montré que la loi sur la santé représente une dérive bureaucratique et socialiste de l'Amérique qui va déplacer de manière irrémédiable et désastreuse, à leur point de vue, la répartition des ressources au détriment de la classe moyenne. Je pense que la réélection du président Obama est loin d'être acquise. Mais il faudrait être prophète pour en dire plus.